C'est une question. Rien qu'une question. Ici on dit oui. On dit oui, mais c'est ici que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. C'est bien la question qui pose. Je le mets là, on va s'occuper de lui bientôt. Tiers livre, atelier d'écriture, cycle, hiver, je sais pas quoi. En tout cas, on travaille sur vie, situation, visage, personnage. Aujourd'hui, je vous le montre en photo. C'est ce personnage-là. Il s'appelle Saint John Persa. Ça, c'est une photo prise par lui-même. On voit le petit déclencheur qui part de sa main. C'est en 1919 en Chine, dans un petit temple où il allait écrire, là où il a écrit Anabase, pas loin de Pékin. C'est bon? C'est Jean-Louis Lalanne qui me l'avait offerte. Saint John Persa, pourquoi? J'ai pas envie de parler trop de lui, juste un petit truc à la rapide. Vous savez qu'il naît en Guadeloupe, d'une famille... il s'appelle Léger comme tout le monde. Alors il rajoute Léger, Saint-Léger, des Saint-Léger qui seraient venus Léger, et puis après Alexis de Léger, Saint-Léger, enfin il s'appelle Alexis, c'est son prénom. Ces familles de propriétaires dans les colonies établies depuis Louis XIV, pour ses 8 ans, lui offre son premier cheval, son premier bateau. Mais encore à 75 balais, il fera des navigations en solitaire de Bordeaux à Lisbonne. Et puis à 11 ans, le drame, explosion du volcan de la Soufrière, ruine de la famille, l'enfant transféré à Pau, le jeune homme à ses 16 ans. Il y a des choses fascinantes. Est-ce que je deviens pianiste de concert? Est-ce que je deviens chef d'orchestre? Ou est-ce que je me consacre à la philosophie? Et il écrit des lettres sur ses grands doutes. Pas Henry James, non, le nôtre de James, et Paul Claudel. On voit cette espèce d'ambition qui naît, c'est une ambition qui n'est pas la nôtre. Et puis le décès du père, commence des études de droit. Pourquoi? Parce que au revoir l'artisterie, au revoir la musique, il s'agit de faire rentrer des sous pour la maman et les 2 grandes sœurs, ou les 2 petites sœurs, je sais plus. Je sais plus, c'est pas ça qui nous importe trop ici. Et puis il n'est pas en avance dans ses études de droit. Il passe le concours de la diplomatie et il est reçu dans les derniers. Il y a quand même ces relations avec Paul Claudel qui vont servir. On essaye de se faire un peu pistonner, mais les bons postes, ils sont pour qui? Les bons postes, ils sont pour ceux qui sont arrivés dans les premiers. Donc il se retrouve expédié au consulat de Chine. Et il a déjà publié un truc qui s'appelle Éloge. Là, il le publie Alexis Léger-Saint-Léger, ou je sais plus, enfin en tout cas sous son propre nom. Et il y a ce truc très curieux, que qui va le remarquer, ce recueil de poèmes? Marcel Proust. Il respire ça. Oula, là il y a de la langue, là il y a quelque chose. Et puis en Chine, c'est 1913 quand il arrive. Il ne va pas pouvoir repartir avant 1920. Tout le monde est en guerre, mais eux, ils continuent leur petit job de consulat tout près de la cité interdite. Tiens, c'est même leurs amitiés féminines et puis leur petit parcours pour entrer-sortir clandestinement qui leur permettront d'aller mettre la famille impériale à l'abri quand ça tournera mal. En attendant, on s'occupe. Toute une expédition. Ceux qui regardent les insectes, les animaux, les archéologues, les dresseurs de cartes, ils veulent traverser le désert de Gobi en automobile. Qui organise la logistique? Alexis Léger-Saint-Léger. Et c'est de ça que va naître ce recueil majeur qui s'appelle Anabase. Et puis vous savez l'histoire là où ça s'en mêle avec la biographie. Je vais quand même là juste en parler parce que là par contre ça va avoir affaire avec notre exercice. En 1920, il a enfin le droit de revenir en Europe. Il part en cargo stop, fait le tour là, de l'Asie. Il aime la mer. Il arrive à San Francisco, la rejoint, vous savez, on appelait ça un câble. C'est en 1922 la fondation à New York de la Société des Nations qui deviendra notre ONU. Lui, jeune légat d'ambassade, il est dispo, et en plus il est en Amérique, il rejoint la petite équipe de négociation. Et c'est là où tout va commencer. Il ne quittera plus ce petit
groupe de la diplomatie. Et c'est là où il rejoint un gars qui s'appelle Philippe Berthelot, puis surtout Aristide Briand. Et bien de ce moment-là, il ne quittera plus ce petit aéropage de ce qui est aujourd'hui notre ministère des Affaires étrangères. Il va monter en poste, il va devenir le directeur de cabinet de ce truc-là, et on n'est pas dans la Ve République. Dans cette configuration politique-là, c'est les chefs de cabinet, c'est directeurs de cabinet, c'est eux qui exercent le pouvoir. Ça veut dire quoi? Qui c'est le ministre des Affaires étrangères en France en 1936? Eh bien, c'est Alexis Léger. Autrefois poète, et qui a choisi, donc tout simplement, parce que ça sonne bien, dit-il, Perse, c'est le nom d'un poète latin, le nom de Saint John Perse, pour son anabase. 1938, accord de Munich, être à 4 avec monsieur Daladier, à négocier avec qui? Hitler. Entre 4 yeux, ça se passe. Alexis Léger. Et Alexis Léger n'est pas d'accord avec Daladier, il démissionne. Il y a au moins cette dignité. Résultat, vous le savez, cette histoire, mais on s'approche là du texte. 1940, quand Vichy s'établit, quand Pétain arrive à Vichy et proclame sa fantocherie, dans les 10 personnes qu'il proclame déchues de leurs droits civiques et de leur nationalité française, il y a Alexis Léger. Quand la Gestapo arrive à Paris, il visite le premier jour 8 appartements pour prendre des archives. Eh bien, il y a celui d'Alexis Léger. Alors lui, il le dira plus tard, oui, il y avait toute une malle de tous ces manuscrits rédigés, 1922, 1936, 38, 15 ans de travail. Bon, on continue de retrouver, ça a encore été le cas il y a 2-3 ans, on retrouve dans des tunnels en ancienne Union soviétique, des vieux trains, vieux wagons qui attendent encore chargés d'archives récupérées des nazis, mis à l'abri des bombardements. On n'a jamais rien retrouvé des archives diplomatiques d'Alexis Léger. Ce que ça viendra un jour, c'est pas très grave. On est là en 1940. C'est le moment, l'appel de De Gaulle. De Gaulle et Alexis Léger, je crois que c'est 2 personnalités trop arrogantes, trop conscientes, trop sûres d'elles-mêmes pour pouvoir s'attirer. En fait, les amitiés d'Alexis Léger, ça va être avec Churchill, avec Roosevelt. Et donc, il va en fait devenir celui qui, du côté de Churchill et Roosevelt, fait l'intermédiaire avec De Gaulle. Il part en exil à Washington. Pleurons sur son sort, ô Alexis Léger, vivant de rien du tout. Non, pas tant que ça. Il y a des riches Américains qui s'appellent Beadle, par exemple, des grands industriels qui ça leur fait rien de mécéner quelqu'un de cette hauteur-là, à la fois poète, musicien, voyageur, penseur de la politique. Il va même avoir un petit poste à la Library of Congress, la grande bibliothèque de Washington. Il mettra même un point d'honneur quand il arrête. Des gens ont cherché à savoir ce qu'avait lu Saint John Perse pendant ces 2 ans à la Library of Congress. Et ben, il avait pris la précaution de déchirer toutes les fiches de lecture. S'il y en a eu, ça y est, on est prêt, fin du prologue. Je suis forcé de faire un peu le clown si je veux embarquer ça rapido, parce que sinon on s'en sort pas. Donc, sa vieille maman est toujours en France, toujours elle passera toutes ces années-là sous surveillance constante de la Gestapo, au cas où Alexis Léger chercherait à reprendre contact, au cas où il chercherait même à revenir ou à échanger quoi que ce soit. Et lui, ses amis riches américains lui prêtent une île pour l'été. Alors cette île, bon, on peut se moquer un peu de lui dans les biographies, ceux qui connaissent Nantucket, puis cette autre île là, qui sert de résidence là, au président américain, elle est dans ce coin là, mais elle est pas loin de la côte, quoi, c'est-à-dire
une demi-heure de petit caboteur, et puis vous y êtes, il y a quoi? Eh bien, vous savez, on fait toujours, même les avions continuent de le faire. Si on part de New York pour venir en Europe, on longe Halifax où on fait la pause, où on se ravitaille, et puis on tourne comme ça. C'est-à-dire que quand on part de New York pour aller en Europe, eh bien, on remonte vers le nord-est, et cette île, elle est là avec son phare. C'est une île où il n'y a personne. Juste une fois toutes les 3 semaines, il y a un bateau qui vient pour remettre du pétrole dans le phare. On dit qu'il y a un chien qui reste là en permanence. Eh bien, voilà, c'est là que Saint John Perse passe ses étés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on voit la mer, on voit l'horizon, on fait ses balades avec son chien. Ouais, mais on aperçoit les silhouettes des bateaux. Des bateaux qui convoient quoi? Convoient les armes, convoient la guerre, le soutien à la guerre de l'autre côté. Puis c'est eux qui se font torpiller, c'est eux qui se prennent les sous-marins allemands de plein fouet. Donc c'est là où va s'écrire ce livre. Ce livre. Oui, allons-y, parlons-en. Alors, il y a Vent ensuite, qui viendra en 45, c'est cette espèce de libération. C'était de très grands vents sur toute face de ce monde, de très grands vents en liesse par le monde, qui n'avaient d'air ni de gîte, qui n'avaient garde ni mesure, et nous laissaient hommes de paille en lent de paille sur leur air. Ah oui, de très grands vents sur toute face de vivants. C'est un texte dont je me lasse pas, et si ce truc est dans cet état-là, je crois que je l'ai acheté vers 1980, je me rappelle, quand je suis arrivé à la Villa Médicis en 1985, j'avais apporté mon Saint John Perse et mon Montaigne. Exil, c'est écrit un petit peu avant. Il y a quoi entre Anabase et Exil? Est-ce qu'il y a pluie? Non, directement. C'est le texte de la reprise d'écriture. Alors ça fait quoi, Exil? Chant 1, 1 page. Chant 2, 2 pages. Chant 3, 2 pages. Je vous montre, je triche pas. Chant 4, 2 pages. Chant 5, 1 page et demie. Et là, on arrive à ce chant 6 qui est tout déchiré dans mon livre, qui lui fait 3 pages et demie de prose compacte. Et c'est l'avant-dernier. Il y a un chant 7 et ça termine. Ça termine sur « Et c'est l'heure, ô poète, de décliner ton nom, ta naissance et ta race. » Donc pour moi, c'est important de situer Exil. Pourquoi ce texte n'est pas connu? Alors dans la composition du Pléiade, ensuite, donc il y a pluie, il y a vent, ces textes qui sont liés à cette situation d'être sur une planète dans une catastrophe qui vaut bien la nôtre, par l'amplitude. Il y a Hiroshima, il y a Nagasaki derrière, il y a le génocide là et puis, vous avez quelques petits bons hommes qui, eux, sont au courant de tout ce qui se passe, qui ont le pouvoir de décider, ou ont vu entre 4 yeux ceux qui décident, y compris du crime. Et puis, Saint John Perse, c'est un voyageur. Par exemple, il y a une anecdote dans Pluie, il voyage en Louisiane, il cherche la jungle, il cherche ses forêts primaires. Et puis, dans l'espèce de là où il habite, il y a une espèce d'hôtel, mais où évidemment, il n'y a personne. On est en guerre. Il y a une piscine vide. Au matin, il y a un clampin qui a cru qu'il y avait de l'eau. Bam, il a la tête écrasée au fond du ciment. Ben, il part de cette image, et puis voilà, ça fait ce poème de, pareil, une 30aine de pages. Plus tard, ensuite, il y aura Amer. Vous savez, la mer, c'est le repère que les navires prennent sur le rivage, avec ce truc d'une ville en amphithéâtre tombant droit sur la mer, là par contre en 2 mots, et tout ce rapport à la tragédie. Donc, comment énoncer la tragédie du monde? Comment porter la tragédie du monde avec le présent et le contemporain? Et après, il y aura le prix Nobel, il y aura tout ça. Laissons la suite. Ça va où, ça? Il y a beaucoup de choses? Non, parce qu'ensuite, il y a quoi? C'est des correspondances, des documents. Il n'y a pas si longtemps que ça, on s'est aperçu que toutes ces lettres, par exemple, les lettres de Chine, soi-disant envoyées à sa mère de 1913 à 1920, qui sont ultra précieuses, puisqu'elles racontent à la fois sa formation, puis l'écriture d'Anabase, mais on s'est aperçu qu'il les avait écrites à 70 ans. Quand il s'est agi d'écrire
ça a été le premier, je crois, à se voir proposer un Pléiade de son vivant, avec cette magnifique biographie fiction au départ. C'est-à-dire, il écrit à la troisième personne, sa vie à lui? Non, la vie du poète qui a écrit les livres de Saint John Perse. Et c'est pas la même chose. Et là, je crois qu'il y a un déplacement qui est vraiment essentiel pour nous, qui correspond à cette différence du Marcel, narrateur de La Recherche du temps perdu, avec Marcel Proust. Je pense qu'on n'en finit pas encore aujourd'hui d'essayer de mesurer, peut-être ce serait même ça, l'ébranlement principal de ce que propose Alexis Léger. C'est-à-dire, pour que les textes fassent leur travail, pour que pluie, exil, vent, amer, anabase encore en amont, fassent leur travail, il faut produire le poète qui les a écrits. Il faut se séparer, mettre en avant de soi le poète qui les a écrits. Et ça nous concerne directement dans notre atelier. Et c'est comme ça qu'il invente Saint John Perse. La vie de Saint John Perse n'a rien à voir avec ce qu'on sait de la biographie d'Alexis Léger. Point à la ligne, on revient à Exil. Qu'est-ce que c'est que ces machins qui font 20 pages? Oui, vous savez que pendant la Seconde Guerre mondiale, une amie de Borges, qui s'appelle Vittoria Ocampo, excusez-moi si je prononce très mal, à Buenos Aires, édite une revue qui s'appelle Sur, S-U-R. Et c'est Borges qui en fait le sommaire. C'est comme ça qu'il peut faire passer de l'argent à des Paul Éluard, mais aussi à Henri Michaud. Et donc, commande. Là, alors peut-être, pareil, j'ai pas révisé, excusez-moi si je dis des choses inexactes, mais en tout cas, quand Saint John Perse écrit Exil, c'est pour faire un grand volume qui est peut-être fait à 200 ou 400 exemplaires. Mais la poésie, c'est pas la question du livre, elle n'est pas au même endroit, ni dans le format, ni dans le graphisme, ni dans le rapport. Le livre existe, il va être vendu beaucoup plus comme une peinture, je sais pas. Et maintenant, commencez. Alors vous avez évidemment nos collections. Toute notre petite collection que j'ose plus ouvrir tellement ils sont fragiles et puis que je suis toujours retenu à regarder. Tiens. Tellement qu'ils se flinguent que le corps clairvoyant de Jacques Dupin, j'en ai deux, ça c'est ballast. J'ai un flingué et un racheté que j'ose à peine ouvrir parce que du coup je préfère lire dans le flingué avant de flinguer l'autre. Mais comment vous faites pour les petits volumes de Saint John Perse qui sont en poésie Gallimard? On fait des compiles. Alors Exil, on le met après Amer ou avant Pluie. C'est-à-dire que Saint John Perse est illisible parce que si vous avez le dispositif par lequel Alexis Léger invente ce poète et sa biographie, donne ses textes dans un ordre chronologique et puis ensuite complète de tous ces choses, ces discours avec énormément d'abstention, de remaniement, de fiction même. Ces lettres à sa mère, écrites à 70 ans, à ce moment-là, on pige. C'est-à-dire le texte prend son ampleur parce qu'il a son contexte. Si vous regardez les poésies Gallimard, il ne peut pas l'avoir. Vous avez Amer, et puis à la fin d'Amer ou à la fin d'Anabase, on case ces petits textes. Trêve. Qu'est-ce qui se passe dans ce texte? Et pourquoi le titre de mon atelier? Je suis conscient que je fais une transgression. On y arrive. Dans ce chapitre 6 d'Exil, que vous avez bien évidemment dans les petites fiches jointes au mail qui nous sert de coordination. Et puis l'atelier est ouvert à tout moment, toutes celles, tous ceux qui le veulent. On n'est pas limité en nombre. C'est justement ça qui rend l'expérience totalement folle, ce qui se passe en ce moment. Celui qui erre à la minuit sur les galeries de pierre pour estimer les titres d'une belle comète. Celui qui veille entre deux guerres à la pureté des grandes lentilles de cristal. Celui qui s'est levé avant le jour pour curer les fontaines, et c'est la fin des grandes épidémies. Celui qui laque en haute mer avec ses filles et ses brues, et s'en était assez des cendres de la terre.
Celui qui flatte la démence aux grands hospices de craie bleue et ses dimanches sur les seigles à l'heure de grande cécité. Celui qui monte aux orgues solitaires à l'entrée des armées. Celui qui rêve un jour d'étrange latomie et c'est un peu après midi à l'heure de grande viduité. Celui qui éveille en mer sous le vent d'une île basse le parfum de sécheresse d'une petite immortelle des sables. Celui qui veille dans les ports au bras des femmes d'autres races, et c'est un goût de vétiver dans le parfum des sels de la nuit basse. Et c'est un peu après minuit, à l'heure de grande opacité, celui, dans le sommeil, dont le souffle est relié au souffle de la mer, et au renversement de la marée, voici qu'il se retourne sur sa couche, comme un vaisseau change d'un mur, etc., etc. Alors, a priori, on comprend, c'est-à-dire, il y a cette catastrophe qui se généralise, qui s'accélère. On est en 1943. Il n'y a pas de terme à la guerre. Au contraire, il y a l'escalade. Il y a cette folie des hommes. Comment faire? Sinon, maintenir sa responsabilité individuelle. Là où on est, là, dans ce qu'on doit faire, comme on doit agir. Celui qui met à l'abri les livres de la bibliothèque. Celui qui s'occupe de assainir les eaux potables pour pas qu'il y ait d'épidémie dans la ville, celui qui garde les paquebots mis sous scellés, etc., etc. Celui qui va repeindre le mot amer, par exemple, il arrive ici, celui qui, dans tout ce bazar de convois de sous-marins, de clandestinité, de personnes évacuées, aller repeindre sur les récifs les signes et les balises. Donc, une sorte d'accumulation, celui qui, concernant ceux, hommes, qui accomplissent une tâche de responsabilité ou d'éthique individuelle dans le désordre global du monde. Il y a des paragraphes, celui, etc., il y en a une dizaine, celui qui flatte la dimanche, puis 15 lignes plus loin, celui qui peint la mer au front des plus hauts caps, celui qui marque d'une croix blanche la face des récifs, celui qui lave d'un lait pauvre les grandes casemates d'ombre au pied des sémaphores et ces lieux de cinéraires et de gravats pour la délectation du sage, celui qui prend logement pour la saison des pluies avec les gens de pilotage et de bornage chez le gardien d'un temple mort à bout de péninsule, etc., etc. Et tout à la fin, vous avez le passage à la proposition principale. Cela, celui qui ouvre un compte en banque pour les recherches de l'esprit, celui qui entre au cirque de son œuvre nouvelle dans une très grande animation de lettres et de 3 jours, nul n'a regard sur son silence que sa mère, ding ding. Celui ni à l'accès de sa chambre que la plus vieille des servantes, djang djang. Celui qui mène aux sources sa monture sans y boire lui-même, celui qui rêve aux selleries d'un parfum plus ardent que celui de la cire, celui comme Babert, je ne sais pas qui c'est Babert, qui vêt la robe du poète entre 2 grandes actions viriles pour révérer la face d'une belle terrasse. Celui qui tombe en distraction pendant la dédicace d'une nef. Et au tympan sont-elles cruches comme des ouïes murées pour l'acoustique. Et donc tout à la fin, là, à la fin de l'avant-dernière page, ceux-là, masculin, sont princes de l'exil et n'ont que faire de mon chant. C'est-à-dire que chante Macaille, comme on disait dans le Poitou. Chante Macaille, toi le poète. Ceux-là sont princes de l'exil et n'ont que faire de mon chant. Étrangers sur toute grève de ce monde, sans audience ni témoin, porte à l'oreille du ponant une conque sans mémoire. Hôte précaire à la lisière de nos villes, tu ne franchiras point le seuil des Lloyds où ta parole n'a point cours, et ton or est sans titre, j'habiterai mon nom. Fut ta réponse au questionnaire du port, et sur les tables du changeur, tu n'as rien que de trouble à produire, comme ces grandes monnaies de fer exhumées par la foudre. Et évidemment, on connaît tous ça par cœur, vous aussi probablement. Alors, on passe à l'exercice.
Cet exercice, là encore, comme on commence à se connaître, vous savez que je le pratique depuis longtemps. Il est dans mon livre « Tous les mots sont adultes ». Vous savez que la version numérique de « Tous les mots sont adultes », elle est à disposition, là, dans les ressources abonnées du site. C'est un exercice qu'on peut pratiquer avec des gamins d'école primaire, tout petits, je l'ai fait en CE2. C'est un exercice qu'on peut pratiquer avec des détenus. C'est un exercice qu'on peut pratiquer nous. Alors il s'agit de quoi? Ceux qui. Moi je le porte sur la généalogie. Prenez la Bible. Tenez, j'en ai 3 là. Et mes 2 Bibles préférées, le chanoine Crampon, qui partait directement du texte grec, mais j'aime bien sa manière au chanoine Crampon de tordre la langue. Et puis évidemment celle qui est pour moi la Bible de travail, la première Bible, la Bible essentielle, celle de Chouraki. Et puis j'ai la 3e. C'est la version poche, et j'ai plus que celle-là. C'est celle que Frédéric Boyer nous avait fait faire pour Bayard, avec cette idée totalement bizarre. Cadio, toi, ce que tu écris, ça pourrait coller avec les psaumes. Et Schnoz, toi, tu veux bien me raconter Daniel, où il lève le mec par les cheveux pour le promener au-dessus du lion. Puis Jacques Roubaud, tu nous feras bien les nombres. Et moi, tu ferais bien Jérémie. Moi, j'ai dit, mon grand-père va se retourner dans sa tombe, puis 2 mois après, etc. Bon, je suis très fier d'avoir fait ce travail. Saint John Perse, il avait une Bible. Ouais, à Aix-en-Provence, il y a sa bibliothèque. Il y a 2000 ou 3000 bouquins, dont sa Bible à noter. Eh bien, il y a quoi? Eh bien, il y a quoi, juste dans la vieille Torah, juste après Exode? Eh bien, il y a ça, il y a généalogie. C'est-à-dire une civilisation qui commence. Elle commence par quoi? Elle commence par nommer les mythes. Puis une fois qu'on a nommé les mythes, la nuit, la constellation, on s'occupe de qui on vient et d'où on vient. Et qui on vient, d'où on vient. Vous savez, le début de Rabelais, ça vient de la création du monde, en ligne directe. On fabrique ces récits, toutes les civilisations. Donc, généalogie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, évidemment, par exemple, des gens comme moi, avec ce vieux truc de Vendée, on peut remonter quasiment jusqu'à la Révolution française. Avant, ça se perd. Puis ça vit toujours sur les mêmes petits coins de terre. Mais aujourd'hui, cette filiation-là, elle a volé en éclats. C'est des chemins bien plus loin, bien plus longs. C'est des mélanges qui font. Et pourtant, ils font quoi? Ça fait un petit millième de différence dans les gènes ADN. Déjà qu'il y a peut-être qu'un petit centième qui nous sépare du cochon. Pas que je baratine. Cette idée de généalogie, elle m'intéresse pour ça. Par la nécessité d'aller sculpter des personnages, et justement parce que dès qu'on remonte 2 générations, ben c'est bon, on n'a plus le matériau. On l'a partiellement. On peut retrouver. C'est-à-dire celle qui portait un tablier à carreaux. Je pense à Lambeau de Charles Juliet, à partir d'une photographie de sa mère et la sœur de sa mère. Il parle du tablier à carreaux. C'est-à-dire qu'on ne sait rien d'autre, mais ce qu'on sait, si petit que ce soit, on l'établit comme texte. Celle dont je ne sais rien, c'est encore un texte. C'est un appel à interactivité avec nous qui allons réfléchir à de qui je ne sais rien. Par rapport à cette phrase où le locuteur du texte me dit « celle dont je ne sais rien ». Et là, cette recherche-là, pourquoi elle m'importe? Est-ce que c'est d'aller travailler sur précisément comment on peut risquer de la langue, la même où on ne sait plus, on n'a plus les éléments matériels de l'histoire? Là, je prépare une vidéo pour dans 15 jours. Jean-Michel Hospitalier. Moi, j'ai un grand-père qui s'appelait Eugène. Vous n'en avez rien à fiche? Bah, lui ici, parce que le sien aussi, de grand-père, il s'appelait Eugène. Tout ce qu'on sait de ce bonhomme, c'est qu'il est parti vivre en Amérique. Et comme il savait garder les vaches, et ben là-bas, il a gardé des vaches. Sauf que là-bas, garder les vaches, ça s'appelle cowboy. Donc le livre s'appelle Cowboy. C'est-à-dire,
tout d'un coup, l'enquête sur ce personnage dont on ne sait rien devient en lui-même la fabrique du livre. Récemment, j'ai parlé dans d'autres vidéos de Thomas Giraud, avec ses aventures de ville utopique aussi, Victor considérant partie fabriquer cette ville. On peut mener une enquête à partir de presque rien, de ce dont on n'a pas savoir ni élément d'enquête. Qu'est-ce que fait Modiano dans l'État Gabler ou je sais pas quoi? Est-ce que c'est là encore? Ils ne sont plus où ils sont. C'est pas grave. Ça aussi, on y reviendra de toute façon. Vous me voyez venir. Ça, c'est le premier contenu. Maintenant, il y a autre chose. Là, on a travaillé sur visage. Je vais préparer tout un éclatement de forme, très abstrait, de Jabès. Je vais parler de Francis Bacon. Je suis hyper heureux. On n'a même pas commencé depuis 10 jours, on est déjà plus de 80. Il y a des textes formidables, mais en même temps des textes où je ne voudrais pas qu'on recommence comme sur la ville, avec l'idée de l'achèvement, du continu. Là, je voudrais pour ces premières phases de l'atelier qu'on soit dans l'agrégat, dans le gravier, dans le plâtras, qu'on ait quelque chose de construction. Et pour construire, il faut d'abord foutre ça, tout. Bah, t'as les briques, t'as les sacs de chaux, et toute cette espèce de... J'ai envie du chantier, j'ai envie qu'on reste dans le chantier pour donner au chantier la chance d'établir lui-même ses architectures. Ça n'enlève rien par rapport à ces textes qui me sont venus de la première séance. Mais c'est pour ça que je voulais tout de suite arriver à St. John Perse. Alors, un petit gamin qui commence à dessiner, qu'est-ce qu'il dessine? Une silhouette anthropomorphe. Il y a des gros yeux, il y a des doigts hyper longs, comme le Strumpfwelpeter en Allemagne, des organes génitaux disproportionnés. Et puis, c'est ensuite dans une deuxième phase qu'on mettra le soleil au-dessus, la maison sur le côté, et puis, ça y est, ça devient du récit. Mais cette figure anthropomorphe, il y en a à Chauvet, il y en a à Lascaux, on vient d'en exhumer encore, je ne sais plus où, dans une grotte, des figures encore plus anciennes, en Ouzbékistan, je crois. Donc cette passion à représenter l'humain, regardez là, à Dunkerque, c'était des travaux pour quoi? Des travaux pour une autoroute, une connerie comme ça, fouille de sauvetage. On trouve dans des choses du paléolithique, excusez-moi, je suis pas fort, des petites statuettes de Vénus, elles sont grosses comme ça, mais c'est des fétiches ou des symboles de la fécondité. Il y avait ça aussi au musée à Cagliari en Sardaigne. Là, on vient d'en exhumer une. C'est-à-dire cette passion à figurer l'humain, comme elle est importante. Mais nous, là, c'est ça que je voudrais qu'on fasse. Alors, cette idée de proposition principale absente, si vous en vient une à la fin du texte, tant mieux. On verra votre classe. Si l'on ne vient pas, tant pis. À quoi ça me sert, cette truc grammatical du celui qui, celle qui. Et nous, je garde mon dernier truc pour la fin. Encore que vous me voyez venir là encore. Tout simplement que si on travaille sur sa propre matière, toutes ces figures humaines qu'on porte à l'intérieur de nous, ces figures qui viennent par les histoires qui ont été dites à ceux ou celles qui nous ont transmis des histoires. Ces objets qui nous viennent de gens qu'on n'a pas connus. Ce qu'on porte de généalogie, il ne s'agit pas de raconter l'histoire familiale. Il s'agit de s'embarquer dans ce qui fait la nécessité pour ces hommes qui veulent se constituer en identité et en rite, à se fonder comme communauté parce qu'ils portent la même généalogie. Dans l'atelier, là, il y a au moins une personne avec qui j'ai pratiqué cet exercice quand je commençais tout juste à le pratiquer, vers 1995. Ça n'empêche pas qu'on y revienne. Mais c'est ce que je voudrais, vous voyez, c'est qu'on sculpte. C'est-à-dire que là, ce qui me manquait peut-être dans les premiers... C'est pas que ça me manquait, mais c'est pourquoi je voulais tout de suite rectifier, re-rentrer. On va être dans le bloc prose. C'est pas des versets... St. John Perse, formellement, il a inventé quelque chose. Et c'est cette compacité du texte d'exil que je vous demande. Mais dans cette compacité du texte, ce qu'on va faire, c'est aller sculpter, comme Daumier, un petit tour, et puis voilà,
quelque chose qui tient dans les mains. Ces petites statuettes là, trouvées à Dunkerque, elles sont grosses, elles sont hautes comme ça. Les statuettes nouragiques à Cagliari, elles sont comme ça. C'est sculpté avec la main, quelque chose qui n'est pas plus grand que la main. Est-ce que ça veut dire quelque chose en écriture, ça? C'est ça qui, pour moi, va être le thème de cet atelier. Alors, si on a 2 pages, il y a un truc que j'aime pas aussi, un peu... bon, moi, là, ça va être un petit peu tous les 10 jours, 15 jours, tranquillement. On n'est pas à une course de chevaux, là. On n'est pas à dire ah, je balance mon texte 2 jours et je suis peinard. Non, je voudrais que vous les macériez, que vous attendiez. En plus, avec le blog WordPress, il n'y a aucun problème. Vous pouvez mettre une première version et puis 3-4 jours après, rajouter et grossir. Faites ça. Mais se dire que si vous vous lancez dans cette sculptation, cette petite statuette de phrase, le mot sculptation, ça ne veut rien dire, excusez-moi, mais cette sculptation, il peut y en avoir 20, 30, 40. À quoi sert celui qui, celle qui? Celle qui était ma grand-mère, je ne sais plus si elle avait les yeux verts. Non. Celle qui peut-être avait les yeux verts, et tout d'un coup ça marche. C'est-à-dire que celui qui, celle qui, va vous servir à protéger la relation, on ne saura pas qui c'est, à isoler le temps, celle qui était l'arrière-grand-mère de mon arrière-grand-mère, bon là on peut dire 6 fois 25, 125, oh bah dis donc, elle a vu Van Gogh qui prenait sa pipe, le tabac de sa pipe à Arles, et elle s'appelait Jeanne, non? Celle qui marchait portant de l'eau, je sais pas, je dis vraiment des conneries, mais tout d'un coup, la distance temporelle va devenir aussi, c'est-à-dire dans ce fourmillement, dans cette foule, on va travailler sur le défi qu'on ne saura pas la relation, qu'on ne saura pas l'épaisseur du temps. Mais tout ça, ça chante à l'intérieur de vous. Le seul incrément qui est variable, c'est la quantité de savoir entre ce que vous pouvez imaginer et les éléments qui vous permettent d'imaginer. Et ça, j'ai envie que ce soit une recherche, que ce soit la recherche de cette 2e proposition. Alors évidemment, maintenant, c'est fini, vous avez tout compris. Il y a ça d'inserviable chez Saint John Perse, c'est-à-dire que vous prenez le texte d'Exil, vous avez les filles avec qui on couche dans les ports. Bon, voilà, ça c'est le départ. Et puis, un peu plus loin, tout d'un coup, il y a la maman. Ah, tiens... De toute façon, c'est vrai, il pense à sa pauvre mère sous surveillance policière de l'autre côté de l'océan. Il a le droit, et c'est à son honneur. Mais les autres, juste 2 lignes après la mère, c'est les servantes. Ceux qui exercent le récit du monde dans la Seconde Guerre mondiale sont les hommes. Là, je viens de lire un autre livre. Attendez, je vous le montre. C'est un peu fou en ce moment. Je m'offre un an à faire des vidéos, parler... Ah, ouais, mais bon, j'ai attendu 66 balais pour le faire, j'ai le droit. La biographie de Nathalie Sarraute, elle n'a rien fait dans la guerre, Nathalie Sarraute, monsieur Alexis Léger, de toute façon, ils ne se connaissaient pas. Ben, si, justement. C'est-à-dire que ce récit que Saint John Perse remet au masculin, les contre-exemples, ils sont là. Vous en voulez d'autres? La vie matérielle de Marguerite Duras. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc nous, et si on faisait le contraire? Lui, celui qui, eh ben, mettez donc ça au féminin. Qu'on voit où ça nous emmène. Et pas seulement chez les servantes. Et pas seulement chez celles à qui on n'a pas autorisé ni le dire, ni la mémoire, qui écrivait les lettres. C'est bon, je vous laisse. Très fier, très heureux de comment a démarré cet atelier. Vito 3.